C'est reparti pour l'entretien de Gabon 24. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, place à une grande figure féminine du continent, celle qui a vécu son enfance dans 3 pays africains. Elle est mère de confession chrétienne, femme d'affaires, ancien maire de Bangui et ancien président de la transition en République centrafricaine. La fervente militante des droits des femmes, Madame Catherine Samba Panza, est avec nous aujourd'hui. Madame Panza, bienvenue à Gabon 24. Merci. Un CV, certes difficile à circonscrire, je vous l'avoue. Avons-nous dit l'essentiel dans cette présentation? Oui. Je pense que vous avez déjà pas mal abordé mon CV. Je suis juriste d'entreprise de formation. J'ai évolué dans les assurances pendant longtemps avant de créer ma propre structure, donc femme d'affaires un peu, mais par-dessus tout beaucoup d'engagement en faveur des droits des femmes, pour le leadership féminin et surtout pour la paix, la sécurité, la gestion des conflits. Une bonne partie de ma vie a été consacrée à ces engagements. C'est ça qui m'a permis d'avoir eu à assumer un certain nombre de responsabilités au niveau national. J'ai été membre du Conseil national de la médiation en République centrafricaine. J'ai été membre du groupe des sages en République centrafricaine. J'ai eu à présider plusieurs forats et dialogues de réconciliation dans mon pays. Et c'est tout cela qui a formé ma personnalité un peu et qui m'a préparé donc à accéder en janvier 2014 donc, à la tête de la transition. Pendant 2 ans, oui. 2 mois et 7 jours. Ah, ben c'est bien compté, je vois que vous suivez bien. Absolument. Alors, c'est toutes ces casquettes qui, entre autres, on peut dire que ça militait un peu pour que vous soyez avec nous à Libreville aujourd'hui. Vous êtes la marraine de la 2e édition de la conférence nationale du leadership féminin. Pour la petite histoire, parce qu'on a fouillé quelque peu, tout serait parti du fait que vous ayez adressé une lettre soit d'encouragement ou de félicitations aux organisateurs au sortir de la première édition. Absolument. J'avais été invitée à la première édition. Je n'ai pas pu être présente à cette première édition, mais je me sentais l'obligation quand même de suivre un peu les résultats et les recommandations de la première édition. Et donc, ayant suivi tout cela, j'ai effectivement fait une petite lettre de félicitations pour encourager donc, les organisatrices à continuer dans le sens de leur engagement. Sans oublier votre casquette aussi de présidente de l'Observatoire panafricain du leadership féminin. Absolument. Et je crois que vous êtes en plein dans votre domaine là. Absolument, tout à fait, tout à fait. Je suis donc présidente de l'Observatoire panafricain du leadership féminin depuis août 2016. Le temps de mettre en place les textes de base et les structures. L'Observatoire est devenu opérationnel depuis 2017. Généralement, Madame Panza, le mot leadership est utilisé comme un plafond de verre. En tant que dirigeante accomplie dans le domaine, quelle est votre approche de ce mot? Oui. C'est vrai qu'on parle beaucoup de leadership depuis quelque temps. Et en ce qui concerne les femmes, il est important de rappeler qu'une femme leader est une femme qui a une certaine vision. C'est une femme qui développe des stratégies. C'est une femme qui veut porter sa société, sa communauté vers un mieux-être, dans l'intérêt d'abord de son développement personnel, mais également dans l'intérêt du développement sociétal. Donc la femme leader est obligée de développer un certain nombre de compétences, un certain nombre de qualités. Et parmi ces qualités, souvent, je cite la confiance en soi, la crédibilité, la confiance aux autres également, et surtout la nécessité de connaître ses forces, mais également ses limites.
Parce que qui ne connaît pas ses forces et ses limites peut développer des stratégies qui ne mènent nulle part. Et il y a une dure réalité, hein, aussi attachée au leadership des femmes en Afrique. Ces dernières doivent d'abord surmonter l'obstacle pour atteindre le sommet et y rester. Quelles sont les clés que Catherine Samba-Panza pourrait transmettre à ces femmes pour atteindre cet objectif? Oui. Beaucoup de détermination, la volonté de servir les autres et d'être à un certain niveau qui vous donne la capacité, le pouvoir, de pouvoir faire changer les choses. La femme leader se distingue des autres femmes par ce désir de transformer sa société et de drainer les autres vers un objectif, vers une vision partagée. C'est très important. Et il y a souvent aussi une question qui revient toujours, et peut-être qu'on en parlera lors de cette rencontre sur le leadership. Pour vous, est-ce qu'on est leader ou on le devient? C'est la question qui revient souvent. Il y a des personnes, il y a des enfants que vous voyez très jeunes qui ont la capacité de mener les autres. Ce sont des meneurs. Dans une équipe, vous voyez déjà des enfants, filles ou garçons, déjà qui s'affirment tout jeunes. Ces personnes-là sont nées leaders. Et puis il y en a d'autres qui se découvrent ces qualités et ces capacités au fur et à mesure de leur évolution dans la vie. Et c'est là où on dit qu'on devient leader. Donc on a les deux cas de figure. Il y a des gens qui naissent avec des prédispositions à diriger les autres, à conduire les autres. Et puis il y en a qui se le découvrent beaucoup plus tard. Et dans votre cas, vous pensez que vous faites partie de quel bord? Le deuxième cas, quand j'étais jeune, j'étais timide, pas très entreprenante. Je préférais être discrète, Laissez les autres faire. agir. Et puis, en m'engageant dans les mouvements associatifs, j'ai appris à dépasser ces obstacles, à connaître les autres, à m'imprégner de l'expérience des autres. Et petit à petit, je suis devenue leader. Je Avec me suis le concours découvert des autres, qui vous y encourageaient. Absolument, je suis Est-ce que devenue les leader. parents décelaient ça aussi dès votre jeunesse? Parce qu'on dit parfois aussi, même à la maison, hein, le papa dirait Catherine, tu es mieux placée pour faire telle ou telle chose. Est-ce que vous l'avez vécu? Pas tellement, pas tellement, mais ce dont je me souviens, c'est que tous les gens qui venaient à la maison et qui me voyaient parmi mes frères et sœurs disaient que j'étais prédestinée à faire de grandes choses. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, on commence à le comprendre parce que tout n'est pas terminé. Et quand on parle de leadership, cela nous renvoie aussi à l'autonomisation. Oui. Et comment améliorer la marche des femmes africaines, peut-être de la femme de façon globale, on ne va pas se renfermer sur l'Afrique, vers cette quête. L'autonomisation est très importante. Quand on veut être leader, il faut avoir son indépendance. Son indépendance d'esprit, son indépendance d'opinion, mais également avoir les moyens financiers pour drainer les autres. Parce que quand on est femme leader, beaucoup comptent sur vous. Comptent sur vos capacités intellectuelles, physiques et financières également. Et quand on n'a pas d'autonomie et qu'on est obligé de dépendre des autres, il est difficile vraiment de s'affirmer en tant que leader. Et donc, une femme leader doit commencer par avoir une certaine autonomie à tous les niveaux. Une autonomie qu'elle va chercher où? Qu'elle va chercher d'abord les ressources en elle-même, à travers les relations, à travers la base, son équipe, en responsabilisant les uns et les autres et en mobilisant les ressources financières, humaines, intellectuelles nécessaires pour affirmer son leadership. Les discours politiques sur la parité homme-femme doivent devenir une réalité au sein de l'Union africaine et plusieurs pays s'y activent. Le cas du Gabon qui travaille à acter le 30% de représentativité de la gente féminine et de la jeunesse. Comment accélérer la cadence afin d'atteindre les objectifs du développement durable? La communauté internationale a compris que le développement ne peut pas se faire sans la moitié du monde que représentent les femmes. La communauté internationale a compris que les femmes avaient une force incroyable pour développer leur communauté, pour apporter une certaine contribution en termes économiques, également en termes de paix, en termes de résolution
des conflits. Nous avons en Afrique, ce que nous avons développé, c'est l'agenda 2063. L'Afrique que nous voulons. C'est vraiment le titre de cet agenda 2063. À l'horizon 2063, les pays africains veulent arriver à un certain niveau d'émergence. Et je pense que le Gabon également s'est engagé là-dedans et tous les pays membres de l'Union africaine. Nous avons également les objectifs de développement durable pour l'objectif 2030 également. Et nous sommes membres de la communauté internationale, membres de l'Organisation des Nations Unies, et nous nous sommes également engagés pour cela. Alors, arriver à ces objectifs sans la contribution et sans la participation des femmes est impensable. Et pour qu'on puisse y arriver, il y a un certain nombre de préalables. Il faut la paix, il faut la sécurité. Et on a besoin des femmes pour qu'elles puissent s'investir pour la paix et la sécurité au niveau de la base, au niveau de leur pays et au niveau de la communauté internationale. D'où cette implication, mais en même temps, lorsqu'on vous a, Madame Panza, vous qui avez occupé les plus hautes fonctions de la République centrafricaine, on se demande quand même, lorsque vous y étiez, parce que là c'est un discours politique, mais la réalité peut-être est tout autre. Quel est le regard qu'on portait souvent sur vous? Parce qu'il faut dire qu'après Madame Rose-Francine Rogombe, vous avez été cette femme qui a assuré la transition en République centrafricaine. On vous regardait comment? Une newcomer? Comment ça se vivait? En fait, au regard de mes engagements de toujours pour la promotion des droits des femmes et pour la promotion du leadership féminin, toutes les femmes de Centrafrique et d'Afrique attendaient quels actes j'allais poser en faveur justement de cet engagement et de ce discours que j'ai toujours tenu. Et j'ai fait donc de la promotion des femmes une des priorités du gouvernement de transition. J'ai commencé par impliquer les femmes à un certain niveau de responsabilité parce que j'ai toujours estimé quand les femmes sont à un certain niveau de responsabilité, elles peuvent promouvoir les autres femmes. Elles peuvent donner la possibilité aux autres femmes de s'exprimer et d'être mieux impliquées. Dans mon gouvernement, j'ai fait la parité, peut-être pas à 30%, mais presque à 28%. J'avais 9 femmes dans mon gouvernement sur 28. À la présidence de la République, sur les 28 ministres et conseillers, j'en avais 14. Et à des postes de direction générale des sociétés d'État et d'économie mixte, j'ai également promu des femmes. Femmes directrices générales des impôts, directrices générales des douanes, etc. Donc, et qui sont toujours aux affaires aujourd'hui? On va y arriver. Les acquis de la transition, maintenant, c'est autre chose, il faut les conserver. J'ai eu le privilège d'avoir reçu un prix de l'Union africaine pour la promotion du leadership, pour tous ces efforts que je menais pendant la transition. Ça me permet de dire et de le redire aux politiques des femmes, il faut des femmes politiques. Quand il y a des femmes politiques, elles sont à même de mener des politiques de femmes. C'est très important. Et la solidarité aussi, parce que parfois, la femme est souvent l'ennemi aussi de la femme. Au lieu de fédérer, parfois on a tendance à diviser. Je n'aime pas entendre cela. Sans les femmes centrafricaines, je n'aurais jamais pu accéder à la magistrature suprême dans mon pays. C'est un groupe de femmes qui sont venues me voir pour me dire, Madame la Présidente, nous voulons utiliser votre leadership pour pouvoir vous mettre à la tête du pays. Les hommes ont eu à diriger ce pays pendant longtemps. Ils nous ont amenés dans la crise, ils nous ont amenés dans l'insécurité, ils nous ont amenés dans la guerre. Nous, on veut que vous y alliez. J'étais surprise, j'ai hésité longtemps, mais elles ont insisté. N'eût été la démarche de ces femmes-là, j'aurais jamais été là. Donc, la solidarité des femmes ou l'absence de solidarité, je me dis, ce n'est pas propre aux femmes, c'est propre à la nature humaine. Au sein des hommes, vous allez avoir les mêmes complaintes. Et ça se retrouve chez les femmes simplement parce qu'on est humain et qu'il y a des qualités, il y a des défauts. Mais les femmes sont quand même solidaires. Un bel exemple à suivre donc peut-être pour ceux, on ne va pas dire que on va pas plonger dans soit la paranoïa, mais c'est un bel exemple à suivre certainement pour le continent. Je l'ai annoncé à l'entame, vous étiez maire de Bangui quand vous avez été chargé, on vient de le comprendre, les femmes étaient derrière pour vous pousser à présider la transition en janvier 2014 en Centrafrique. Et de nos jours, force est de constater que
Plusieurs femmes hésitent encore à se lancer en politique. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour relever ce défi et de la sous-représentativité de la femme africaine de façon générale? Je comprends pourquoi les femmes hésitent à se lancer en politique. Le monde politique est un monde terrible. Il faut en connaître les mécanismes, il faut en connaître les langages et il faut en connaître les comportements. Et quand les femmes observent comment le monde politique vit, les femmes sont un peu découragées parce qu'elles estiment qu'il n'y a pas de valeur d'éthique en politique. Et qu'en politique, tous les coups sont permis. Et ce n'est pas dans la nature des femmes. Le peu de temps que je suis restée à la tête de la transition, j'ai découvert ce qu'était la politique, vraiment. Un monde assez rude, oui, changeant. Et pour que les femmes tiennent bon, il faut qu'elles aient la volonté, il faut qu'elles aient la vision, il faut qu'elles aient une détermination. Moi, j'ai tenu bon parce que je me disais qu'il fallait que je démontre et que je prouve que les femmes peuvent réussir en politique. Mais maintenant, j'avoue que quand j'encourage les femmes à aller en politique, elles me disent, Madame la Présidente, quand on a vu les coups que vous avez essuyés, quand on a vu ce que vous avez vécu, ce n'est pas évident. Mais il faut avoir cette force de caractère. Mais on va la puiser où, cette force? En soi d'abord et aux autres. La confiance en soi, mais la confiance aux autres est très importante. Vous savez, à ce niveau, on a tendance à vivre une certaine solitude, à être seul quand on a les rênes du pouvoir. Il faut savoir garder contact avec sa base, avoir un réseau au niveau de la société civile, au niveau communautaire, au niveau de sa famille, pour tenir le coup. Donc j'estime qu'il faut encourager les femmes à aller en politique. Mais pour les encourager à aller en politique, il faut qu'il y ait des modèles de femmes qui ont réussi en politique. Et moi, je pense que si les femmes africaines et les femmes gabonaises peuvent prendre modèle de moi, ce serait une bonne chose. Je vais vous dire le nombre de fois où c'était dur pour moi, où je me demandais si j'allais réussir. Mais rien que de savoir que toutes les femmes africaines avaient leur regard porté sur moi et qu'il fallait que je porte haut le flambeau de la femme politique africaine, j'ai pu tenir. Est-ce qu'il vous est arrivé à l'occasion, parce que je l'ai dit quelque peu, Feu Rose Francine Rogombe du Gabon, de l'appeler et lui demander comment ça s'est passé pour vous? En fait, quand je suis arrivée, elle était pratiquement plus là. Oui. Voilà. On était deux, Madame Sirleaf, voilà. Je devais la rencontrer. On devait se voir pour qu'elle mobilise les femmes africaines à l'international autour de moi. Et puis il y a eu l'épidémie Ebola qui a fait qu'on n'a pas pu se voir. Joyce Banda, quand je suis arrivée, elle partait déjà. Donc on n'était pas très nombreuses en fait pour se soutenir. Cela dit, j'ai eu le soutien des femmes des organisations régionales, sous-régionales, internationales qui venaient en mission de solidarité en Centrafrique pour moi et pour toutes les autres femmes centrafricaines qui étaient vraiment dans la crise. Alors, dans un entretien accordé à nos confrères du magazine Jeune Afrique, vous disiez que vous voulez servir votre pays, l'Afrique, voire le monde, libéré de vos engagements d'antan. Comment Madame Catherine Samba-Panza occupe-t-elle son temps aujourd'hui? Il faudrait que ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, retiennent une chose. Il y a une vie après le pouvoir. Je ne comprends pas que certains de mes anciens congénères s'accrochent au pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir. Et moi, après le pouvoir, je vis. Je suis très occupée. Je sers l'Afrique. Je suis coprésidente du réseau panafricain pour la prévention et la gestion des conflits mis en place par l'Union africaine. Je copréside ce réseau important avec l'ancienne vice-présidente de l'Ouganda. Donc, à ce titre, déjà, je vais partout. On essaye de mettre en place donc, des réseaux à l'intérieur des pays, au niveau des institutions, pour que les femmes s'impliquent davantage dans la prévention des conflits et dans la médiation. Nous allons bientôt faire des formations de médiatrices à Addis Abeba. Donc, je sers l'Afrique. Et à l'international, nous sommes dans les réseaux avec
certaines régions d'Europe et d'Asie. Donc nous essayons à ce niveau-là de nous mettre également en réseau. Les réseaux africains, les réseaux des femmes nordiques, les réseaux des femmes asiatiques, les réseaux des femmes méditerranéennes, nous travaillons ensemble. Je sers le monde également dans ce sens-là. Donc vous êtes resté fidèle à votre vision. Et puis je suis présidente de l'Observatoire panafricain du leadership féminin. Sans oublier le rôle de mère, hein, voilà, la première mission sur Terre. Exactement. Vous avez pris la tête du pays dans un contexte de crise, dans un milieu dominé par les hommes, et alors que le pays était sous la tutelle de la communauté internationale. Mais vous vous êtes posé en mère de la nation. Un peu plus de 2 ans après votre départ, on note encore quelques zones de turbulence en Centrafrique. Comment faire pour sortir définitivement le pays de l'ornière? Quand je suis arrivée à la tête de la transition dans mon pays, j'ai compris que la fracture sociale était telle, la division était telle dans nos communautés qu'il était important de commencer par réconcilier les Centrafricains. Et j'ai utilisé mon statut de femme, de mère, pour essayer de rassembler les Centrafricains. Et donc j'ai utilisé un langage de réconciliation pendant toute la transition. Et je pense que ça a été un catalyseur qui a permis aux uns et aux autres de dépasser donc leur division pour essayer de se mettre ensemble pour qu'on puisse arriver à l'objectif de la transition qui était de calmer les cœurs et les esprits et de ramener la République centrafricaine dans l'ordre constitutionnel puisqu'il y a eu des coups d'État, etc. Et tout. Il était important pour moi de consulter tous les Centrafricains. Vous n'aviez pas peur de sillonner ces ruelles mère, d'accord, mais ça ne vous protège pas de danger. J'étais obligée d'avoir ce courage-là. Il me fallait oser. Il me fallait dépasser mes peurs, mes personnelles, dans l'intérêt général. Donc tous les jours, j'allais au travail en sachant qu'au détour d'une rue, on pouvait faire sauter mon véhicule. Mais j'avais cette mission, j'avais cette responsabilité et il me fallait réussir cela. Nous avons donc pu ensemble organiser un forum de réconciliation, le forum de Bangui, et ensuite ensemble, nous avons organisé des élections qui ont mis en place des nouvelles autorités. Mais la République centrafricaine a vécu des années de conflit. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut, d'un coup de baguette magique, régler les problèmes. C'est tout un processus. La paix est un processus, et un processus qui est long. Surtout la paix dans les cœurs et dans les esprits est un long processus, avec des hauts et des bas. Et c'est ce que nous connaissons. Nous avons une période qui nous a donné de l'espoir. Et bon, vous savez, il y a des forces sur le terrain. Il y a des gens qui veulent reconquérir le pouvoir. Il y a des gens qui veulent conserver le pouvoir. Il y a des gens qui veulent profiter du chaos également pour faire leurs affaires. Il y a donc plusieurs tendances, voilà, donc, et aspirations. C'est pas facile. Voilà. Les défis sont nombreux et les nouvelles autorités se battent pour faire face à ces défis avec toujours la solidarité africaine de la sous-région, la CEAC, l'Union africaine, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et les Nations Unies. Lorsqu'on a assuré l'intérim d'une fonction prestigieuse, celle de président de la République, comme dans votre cas, est-ce qu'on peut être tenté d'y revenir, mais cette fois par la voie des urnes? C'est une question qui m'est très souvent posée, très souvent posée. Et beaucoup de femmes me disent, vous nous avez mis l'eau à la bouche, vous n'allez pas... Donnez-nous l'occasion d'aller jeter nos bulletins dans l'urne. C'est vraiment une question qui revient constamment. Pour le moment, dans mon esprit, ce n'est pas d'actualité. Je m'investis encore entièrement dans ce que je suis en train de faire pour les autres femmes. On ne dit jamais fontaine, fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Donc, je ne sais pas que me réserve l'avenir. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Madame Catherine Samba-Panza de passage au Gabon? Pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant, elle est venue en tant que marraine de la 2e édition de la Conférence nationale du leadership féminin. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter pour la suite? Écoutez, beaucoup de force, beaucoup de courage pour continuer
à mener le combat que j'ai toujours mené, à être dans mon engagement pour la paix, pour la sécurité en Afrique, pour le leadership des femmes et surtout pour l'émergence de nos pays grâce à une forte contribution des femmes. Moi je dis, nous ne devons pas avoir des complexes. Nous sommes des femmes avec des capacités. Nous pouvons exceller comme les hommes excellent. Nous pouvons échouer comme les hommes ont échoué. Et nous pouvons avancer comme les hommes avancent également. Mais tout ce que je sais, c'est que nous pouvons. Oui, on peut, we can, on va le dire comme ça. Merci Madame Catherine Samba-Panza de nous avoir accordé un peu de votre précieux temps pour partager avec nous votre regard sur le leadership féminin, des pistes de solutions à entrevoir pour mieux le développer, et votre expertise a certainement compté dans le choix des organisateurs de vous choisir comme marraine de la 2e édition de la conférence nationale du leadership féminin au Gabon. Madame Samba Panza est entre autres, pour ceux qui nous rejoignent seulement à l'instant, la présidente de l'Observatoire panafricain du leadership féminin, ancien chef de l'État de la transition en République centrafricaine. Voilà ce qui marque la fin de cet entretien. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à y rester. L'information continue sur Gabon 24.